De retour pour la dernière partie de cette émission dédiée à la ligne nouvelle Paris-Normandie. Nous vous le disions juste avant la pause, nous allons parler de ce projet, plus précisément de son coût. Comment va-t-il être financé? Est-il réalisable ou non? Et respecte-t-il les enjeux du développement durable? On en parle toujours avec Jean Calouard qui est en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes le président du Césaire de Basse-Normandie. Face à vous, votre homologue de Haute-Normandie, Gérard Lissot, bonjour. Bonjour. Le président du Césaire au Normand. À vos côtés, Jacqueline Saint-Yves, vous êtes membre du Césaire Normand, bonjour. Et enfin face à vous, Marc Levilly, bonjour. Bonjour. Vous êtes également membre du Césaire et vous avez été le rapporteur d'un avis sur l'ingénierie financière du projet de la LNPN. Absolument. Alors, on va parler chiffres, gros sous. Combien coûterait-il ce projet? Ça a été évoqué, mais rapidement, dans les premières parties de l'émission. Vous y collez, Jean Calouard? Oui, ça va mettre l'ordre de grandeur du chiffre, parce qu'on va parler en ordre de grandeur. On est sur quelque chose qui est un avant-projet. C'est un investissement, comme je l'ai dit, qui va durer un siècle et demi. Il fait de l'ordre de grandeur de 10 milliards, 10, 12, 13, 14 milliards. Donc c'est un investissement lourd. Alors, il serait financé comment, ce projet? Par qui? C'est tout l'enjeu d'un dossier comme celui-là. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de parler effectivement de 10 milliards, et Jean Calouard l'a dit tout à l'heure de façon très exacte, ça fait de ce projet un projet hors norme. Et donc, c'est toute la difficulté. Tout le reste, après, dans l'argumentaire, découle justement... Vous comprenez que ça puisse effrayer l'usager Bien sûr, je pense même que le fait d'avoir annoncé ce projet-là à un tel chiffre, c'était la meilleure façon de le tuer dans un premier temps. Les choses ont été faites à l'envers. Je pense que les choses ont été faites à l'envers, effectivement. On a oublié d'expliquer ce qu'on voulait faire, les enjeux que ça représentait, avant de parler effectivement de l'enveloppe. Parce que si on compare par exemple au projet Bretagne-Pays de Loire, qui fait 3,3 milliards, on est juste au triple. Donc on voit bien l'aspect hors norme. Alors pourquoi est-ce qu'il est hors norme finalement et pourquoi est-ce qu'il finalement il coûte si cher? Et éventuellement derrière, qu'est-ce qu'on peut dire pour crédibiliser quand même un projet qui dans un premier temps paraît disqualifié? Il faut bien savoir que les projets sont concurrents entre eux. Et donc si on arrive avec un projet qui dit nous, notre projet c'est 10 milliards et qu'on se compare à des projets effectivement qui font 3 fois moins, la difficulté c'est de crédibiliser le projet. Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il a plusieurs particularités. La première c'est qu'il est transrégional. Il y a 3 régions qui sont concernées. Le projet Bretagne-Pays de Loire, c'est essentiellement la Bretagne. Les Pays de Loire sont anecdotiques dans le projet. Ici, c'est vraiment 3 régions. La Basse-Normandie, la Haute-Normandie, les deux Normandies et l'Île-de-France. Donc c'est 3 régions, dont une région elle-même hors norme. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même chose quand on parle de l'Île-de-France et de la capitale, de la région parisienne pour aller vite, quand on parle effectivement des deux Normandies, qu'elles soient séparées ou réunifiées. Et en l'occurrence, elles sont plutôt unies sur ce dossier et c'est une bonne chose. Et donc, on a la belle démonstration tout au long de cette émission. Tout à fait. Et je crois que d'ailleurs c'est important et c'est pas anecdotique, c'est aussi une des raisons qui fait que ce projet justement peut être crédible. Mais quand on a compris qu'effectivement on a 3 régions autour de la table et que dans ces 3 régions il y en a une qui représente sur le plan stratégique quelque chose beaucoup plus considérable que simplement une région périphérique, qui a un vrai enjeu effectivement national qui en découle puisque c'est la région capitale, alors on commence à comprendre que les 10 milliards peuvent avoir probablement une explication. L'explication, c'est qu'effectivement, il n'y a pas un projet en réalité. Alors il y a un projet, il y a une vision globale, il y a une vision stratégique, mais dans ce projet, il y a plusieurs enjeux et plusieurs dimensions qui font qu'en réalité, effectivement, si on arrive à la somme de 10 milliards, c'est parce qu'il y a plusieurs projets. Et il y en a un qui concerne très particulièrement l'Île-de-France, qui est effectivement le fait de percer un nouvel accès vers Paris. Et ça, si on n'a pas compris ça, si on ne met pas ça effectivement clairement sur la table, on ne comprend pas le reste. Ce qu'on appelle le barreau mantois, ça veut dire juste aujourd'hui retirer un trait entre Mantes et Paris. Et ça veut dire évidemment pénétrer un tissu urbain extrêmement dense avec des coûts qui sont hors normes, là aussi. Ça représente 4 à 5 milliards, c'est-à-dire la moitié du projet. Et vous voyez que quand on a enlevé cette somme-là, de l'enveloppe globale, on revient déjà à 5 milliards. Quand on enlève en plus un autre élément qui est la gare de Rouen, qui est évalué à 1 milliard, on n'est plus, cette fois-ci, on arrive à 4. Et la gare de Rouen, là aussi, c'est un projet qui a son propre sens, sa propre lisibilité et sa nécessité. Le barreau mantois, il faut être clair, ce n'est pas uniquement un problème de liaison rapide vers la Normandie. C'est un problème de désengorgement du trafic banlieue à Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on n'arrive plus à avoir effectivement des temps raisonnables de transport entre
Caen et Paris. C'est ce qui fait aussi que les banlieusards, aujourd'hui, ont du mal à arriver à leur travail à l'heure. C'est l'engorgement de la gare Saint-Lazare, tout simplement. Et ce projet-là, il dépasse largement, en termes pour les Parisiens et pour l'Île-de-France, il dépasse largement l'enjeu, effectivement, d'une liaison vers la Normandie. Et donc, ces 4 à 5 milliards d'investissements, effectivement, qui sont liés à ce décongestionnement, de toute façon, ils sont inscrits dans l'histoire. Paris ne s'en sortira pas. La région parisienne ne s'en sortira pas sans ça. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on en revient effectivement à un enjeu beaucoup plus raisonnable concernant les deux Normandies, puisqu'on est de l'ordre de 4 milliards quand on a enlevé ces 6 milliards. Et que si on revient à la capacité contributive, cette fois-ci, de ces deux Normandies, si on se ramène à ce que la Bretagne a fait avec Bretagne-Pays de Loire, la région Bretagne finance un tiers, comme dans tout projet d'infrastructure. RFF, Réseau Ferré de France, finance un tiers, et l'État finance le 3e tiers. Aujourd'hui, les deux régions de Haute et Basse-Normandie, elles ont dit qu'elles s'engageraient sur leur financement à hauteur de leur capacité. Et quand on regarde ce qu'a fait la Bretagne, la Bretagne, en gros, a financé 1,1 milliard. Et quand on regarde les recettes des deux Normandies, ça veut dire que les deux Normandies, sur la même échelle, sont capables de financer 1,3 milliard, 1,5 milliard. 1,3 milliard pour être précis et prudent. Et donc, si on prend 1,3 milliard avec un tiers de financement régional, eh bien, effectivement, on retrouve immédiatement nos 4 milliards. Donc, les régions de Normandie, elles crédibilisent par leur action le projet. L'inquiétude qu'on a aujourd'hui, c'est l'attitude, effectivement, de l'État et l'attitude de la région Île-de-France. C'est là-dessus qu'il y a des inquiétudes à lever. Est-ce qu'effectivement, le caractère stratégique pour la France de cette liaison-là a été bien mesuré par les... On ne pense pas aux enjeux au niveau national. Alors qu'ils sont incontestables. Ils sont incontestables et qu'ils justifient le fait que ce dossier-là, puisqu'aujourd'hui on est en concurrence, il faut être clair, jusqu'en 2018, déjà, les fonds disponibles sont stérilisés par les dossiers en cours. Au-delà, les capacités de l'agence à financer des projets, c'est à peu près 2,5 milliards par an. Donc il faut être clair, tous les projets qui sont sur la table ne passeront pas. Donc il faut trouver des arguments. L'argument de l'engagement des deux Normandies, il est clair. Aujourd'hui, il y a un discours sur le fait que les Normandies iront effectivement dans le financement de ce projet à la hauteur de leur capacité. Il n'y a pas de doute. La question de savoir effectivement si ce projet au niveau de l'État, puisqu'on voit que si on revient effectivement aux 10 milliards pour l'État, ça veut dire quand même 3,3 milliards à financer. La question de savoir si l'État mobilisera effectivement 3,3 milliards, ça paraît effectivement un enjeu extrêmement important. Aujourd'hui, ça vous ne savez pas? On ne sait pas. En même temps, je l'ai dit, la question du barreau mantois, elle paraît incontournable, complètement incontournable. La question, c'est... Par des temps économiques assez difficiles où on parle d'économie, etc. Alors, on est sur des... l'État s'engage, se désengage, se réengage. Absolument. C'est-à-dire que l'État commence aujourd'hui à avoir une vraie difficulté d'accès à la dette. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les 1800 milliards de dettes accumulées, dont 600 milliards sur les 5 dernières années, font qu'effectivement la situation financière de l'État est extrêmement précaire, c'est-à-dire capacité effectivement à s'endetter extrêmement précaire, et qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement ces financeurs regardent la crédibilité de ce que fait l'État. Mais quand on est sur des investissements comme celui-ci, qui sont des investissements à retour, parce qu'on l'a dit, ça va coûter 10 milliards, mais il y a aussi une question que Jacqueline Saint-Yves évoquait tout à l'heure en aparté, combien ça coûterait, ou qu'a également abordé Jacques Belin, combien ça coûterait si on ne le faisait pas. On est sur un investissement qui a des retours. Et je pense que nos présidents respectifs vont nous en parler. Voilà. Et donc je pense que la question aujourd'hui pour le pays, c'est de se poser la question effectivement dans ces différents investissements qui sont sur la table, lesquels sont le plus indispensables, lesquels ont le plus de retours. Et c'est à nous d'être convaincants sur ces thèmes-là.